Dans cette 3e saison du podcast « Il était une fois le bijou », je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, the girl best friend, mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles et donc naturellement une amulette ou un talisman. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône reconnue dans le monde entier. Et depuis les anciens textes bouddhistes, il est considéré comme la vérité éternelle. Pour les chercheurs, comme le professeur au Muséum national d'histoire naturelle François Farge, que nous avons entendu dans l'épisode 1, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire. Pour les scientifiques, c'est un matériau d'exception, dont la structure atomique et l'extraordinaire dureté avec l'indice maximal de 10 sur l'échelle de Mohs n'est qu'une des propriétés essentielles à la recherche de demain. Pour les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature. Et pour les gémologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement, avec ses couleurs et ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes. Et justement, je reçois aujourd'hui Tony Haddad, le diamantaire spécialiste du diamant de couleur. Alors je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Quelles sont toutes les couleurs du diamant ? Je suis Anne Desmarais de Joton, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux ? Commençons. Il était une fois le bijou. Bonjour Tony. Bonjour, c'est effectivement, je suis la 2e génération de diamantaires. J'ai commencé ce business-là à Paris en 1984 exactement, et après quelques années d'apprentissage chez mon oncle, donc c'était dans l'affaire familiale. Depuis, j'ai évolué beaucoup, donc j'ai commencé tout simplement avec du diamant blanc. Mon amour des diamants de couleur s'est révélé très vite. C'est cette matière unique et inhabituelle qui m'a vraiment attiré de suite. Et depuis, je suis devenu spécialisé dans le diamant de couleur, dans toutes les couleurs du diamant qui existent. Si on reprend depuis le début, le diamant, on le trouve dans les mines. Jusque-là, j'ai raison. Oui, entièrement. Après, il va où ? On fait quoi ? Enfin, comment on trouve des diamants dans la terre ? Aujourd'hui, le chemin du diamant est assez simple. Donc, il y a les mineurs. Aujourd'hui, il y a 3 grands producteurs dans le monde. C'est les Diamond Producers qui, eux, extraient le diamant des mines et ils le commercialisent. À eux, ces 3, ils représentent à peu près 80% de la production mondiale de diamants. Il y a la De Beers qui est très connue. Il y a Alrosa. Il y a Rio Tinto. Et donc, voilà, la De Beers, c'est sud-africain, mais ils sont basés à Londres. Il y a Alrosa, c'est les Russes. Et puis Rio Tinto, c'est sur le continent américain, donc les Canadiens et Brésiliens. Et donc voilà, ça, eux, ils représentent une grande partie du diamant brut extrait dans le monde. Et ces gens-là, ils extraient, c'est des pipelines fermés. Donc ils ne commercialisent rien en Afrique du Sud, rien directement. Et ils passent par des structures, donc c'est simple, l'image c'est la De Beers, qui eux, ils trient tout ce diamant-là, ils extraient plein de choses avec le diamant évidemment après qu'ils commercialisent, mais le diamant en lui-même, ils trient le diamant brut et ils le vendent dans des boîtes fermées, aveugles, à des site holders, à des gens qui sont reconnus, qui ont un siège autour d'une table et qui achètent ces boîtes aveugles à la De Beers. Évidemment, il y a des valeurs pour ces boîtes, c'est des valeurs monstrueuses, énormes, en millions de dollars. Et donc, la De Beers fait en sorte que ces tailleurs, en quelque sorte, parce que ces site holders, ils ont des tailleries après pour tailler les pierres. Donc, ils font en sorte que ces gens-là se retrouvent dans la valeur de ces boîtes, comme elles sont aveugles. Donc, il y a des grosses pierres, des moyennes pierres et des petites pierres. Donc, c'est mélangé. Mais en valeur, ils font en sorte qui se retrouve, qui est la valeur juste. Juste, exactement. La valeur juste brute ou taillée après quand ils ont terminé ? Ils gagnent beaucoup d'argent après en taillant les pierres. Évidemment, on va prendre un site holder, quelqu'un qui achète une boîte. Lui, il va prendre cette boîte. Évidemment, il va en extraire les plus beaux, les plus grosses pierres, les plus belles, celles qui ont une couleur spécifique, les tailler, les certifier, faire un certificat avec et les commercialiser.
Et évidemment, il se trouve que ce Sightholders n'est pas équipé pour tailler des toutes petites pierres. Donc, toutes les petites pierres sont revendues sur la place d'Anvers à la bourse de diamants bruts pour aller, la plupart du temps, en Inde, à Mumbai et plus précisément à Surat. C'est le village où se taillent toutes les pierres. 11 pierres sur 12 dans le monde en petites pierres sont taillées en Inde pour voir un petit peu le volume. Après, évidemment, depuis une dizaine d'années, ces mêmes gens font tailler en Chine. Donc en vase clos, on ne peut pas acheter directement en Chine ces petites pierres, mais ils font tailler en Chine parce que la taille chinoise est très belle aujourd'hui. Ils font une très très belle taille. Les sightholders sont là où sont les mines. En fait, ils sont un peu partout dans le monde. Ils sont là où il y a les tailleries plutôt. Ils sont là où sont les tailleries. Donc il y en a en Israël, il y a à Mumbai, il y a en Belgique, il y a en Israël, il y a à New York, un peu sur toutes les places où il y a beaucoup de tailles. Il y avait aussi en Russie, parce que évidemment, il y a beaucoup de tailleries aussi en Russie. Donc, ils achètent aussi via des places. Donc ça doit être extrêmement stressant comme métier. En fait, j'achète une boîte à chaussures à quelques millions et je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je les amène à tailler. Et seulement après, je sais si je vais gagner de l'argent et si les pierres sont belles. C'est un petit peu ça, c'est le cône à surprise. Et donc, on ouvre, on sait qu'il y a des gourmandises dedans, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et là, c'est la surprise. Des fois, on se retrouve avec des belles surprises quand on taille et on trouve un diamant exceptionnel, une pierre, on sort un diamant de 20 carats taillé des flawless qui vaut beaucoup d'argent, ou on sort un diamant jaune ou un diamant rose, ou encore plus beau, un diamant bleu. Des fois, c'est vraiment la surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, mais une fois qu'ils commencent à travailler, à tailler les pierres et à sortir donc un résultat de ces diamants bruts, c'est la belle surprise. Vous, le diamantaire, quand vous achetez des pierres, elles sont taillées? On vous les vend en boîte surprise aussi, vous? Nous, on achète des plis de diamants. En général, on achète dans des tailleries, des plis dans lesquels il y a plusieurs tailles et c'est un petit peu mélangé en couleurs, en diamants. Donc la première chose, moi en tant que diamantaire, qui fait le diamant blanc et le diamant de couleur. Donc en ce qui concerne la branche diamant blanc, la première chose que je fais quand je reçois le pli de diamant blanc, évidemment aujourd'hui avec l'arrivée du diamant synthétique sur le marché, pour assurer une tranquillité et une sérénité à nos clients, le premier test, c'est le test de naturalité. Donc, on teste ces diamants, on les screen, ça s'appelle un screening, et on les teste dans des machines pour voir s'il n'y a pas de diamant synthétique mélangé avec le diamant naturel. En second lieu, on commence à trier les couleurs et les puretés. Et évidemment, on regarde les proportions des pierres, les tailles, comment elles sont taillées, parce qu'on veut donner que le meilleur à nos clients. Évidemment, chaque chose a son client, a son prix. Évidemment, les pierres moins bien taillées qui sont incluses, on les décote et on les vend pour des petites créations qui peuvent toujours servir. Mais on trie, on classe pour garder la plus haute qualité pour nos clients, qui sont beaucoup les marques, et après il y a les créateurs. Évidemment, tout est classé par pureté, couleur et taille. Oui, parce que comme tout le monde, quand on imagine le diamant, on imagine le diamant, c'est-à-dire le petit solitaire ou le gros solitaire. Mais en fait, si je prends par exemple une bague boule, il peut y avoir jusqu'à... Il peut y avoir jusqu'à 200, 250 pierres sur une bague boule, sur une grande bague boule, entre 100 et 250 pierres. Du coup, le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient toutes de la même taille, toutes de la même couleur. Exactement, parce que quand les pierres sont serties en pavage comme ça, la première chose, c'est on voit l'étable des pierres. Il faut qu'elles soient toutes identiques pour que le bijou soit joli. Il ne faut pas que les pierres soient très plates qu'il y a dessus de la pierre. Et des fois, les pierres sont taillées très plates ou trop épaisses. Donc, il y a une petite table, une grande table. On le voit tout de suite sur une belle bague, sur un beau pavage, que ce soit sur une bague boule ou sur un autre bijou. Dès qu'il y a une petite différence, on le voit très vite. Donc, c'est pour ça. D'où l'importance de votre tri. Tout à fait. C'est la plus-value de notre travail. C'est le tri de qualité qu'on donne à nos clients. Et donc, un tri qui se fait sur la forme de la pierre et là,
couleur. La couleur de la pierre. Donc, évidemment, la taille, quand je parle de la taille, ce sont les proportions de la pierre. Il y a une proportion à respecter. Il y a un polissage de la pierre à respecter, donc qui se voit tout de suite aussi. Alors bon, le test de naturalité, il est fait dans une machine, alors que les autres tests suivants, on utilise un sortoscope. C'est un microscope équipé d'un rail spécifique pour trier les pierres sous microscope. Une à une. Une à une, exactement. Avec la pince à épiler. Avec la pince à épiler, exactement. Donc on trie toutes ces minuscules pierres qui vont de la tête d'un épingle pratiquement jusqu'à un petit grain de sésame, comme vous m'avez dit. Bah oui, parce que vous m'aviez dit que dans les pavages, il y avait des petites pierres qui allaient de 0,02. Même plus petit, ouais. Du coup, moi, je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai regardé. 0,02, c'est juste un grain de sésame. Et des fois, vous m'avez dit, il y en a des 0,20. Alors ça, j'ai regardé, c'est un peu plus gros. C'est l'équivalent d'une lentille. Pas une lentille pour les yeux, juste une lentille à manger. Voilà, c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, je vous ai parlé d'une valeur 0,02, mais on a sur des pavages des pierres qui font la tête d'épingle, qui font tout petit. C'est des petits diamètres qui font 0,5 dixième de millimètre de diamètre. Donc c'est vraiment tout petit et ces pierres sont facetées, elles ont 57 facettes. C'est taillé à la perfection. Il peut y avoir des toutes petites pierres comme ça, jusqu'à des 0,20. C'est une généralité parce que tout dépend de la création, du forme de bijoux, de ce qu'on veut en faire. Mais il peut y avoir plusieurs tailles, déjà dans un même pli qu'on achète, et donc aussi qui partent sur les bijoux après. Oui, parce qu'en termes de carats, pour se rendre compte, un carat, en fait, c'est un petit poids. En fait, pour se rendre compte, pour moi, c'est à peu près la moitié de l'ongle de mon petit doigt. J'aime beaucoup cette comparaison parce que c'est très parlant. Effectivement, c'est des choses, c'est tout nouveau pour moi. J'ai jamais entendu parler encore une comparaison en grains de sésame, en lentilles, en pois chiches, mais c'est très parlant, effectivement. Parce que si je dis une pierre de 1 carat équivaut à 6,5 mm, c'est un peu plus compliqué à imaginer. Et quand on dit une pierre de 1 carat, évidemment, un grain de pois chiche. Évidemment, tout de suite, je le vois. C'est Petit pois, un pois chiche, c'est plus gros. un petit pois, un petit pois. Ouais. Et donc, la valeur du diamant va changer en fonction de la taille, j'ai bien compris, en fonction du poids et aussi en fonction de sa couleur. Vous m'avez dit qu'il y avait 1500 couleurs du diamant. La terre, la richesse de la nature, nous a donné un panel de couleurs énorme. Et aujourd'hui, le seul organisme dans le monde qui certifie les diamants de couleur et qui est reconnu par la globalité de la corporation dans le monde entier, c'est le GIA, le Gemological Institute of America, donc qui sont basés près de Los Angeles, aux États-Unis, à Carlsbad exactement, et à New York. Et aujourd'hui, ils ont développé un petit peu des écoles partout dans le monde. Et donc, c'est le GIA qui certifie beaucoup ces diamants de couleur. Et donc, le GIA, aujourd'hui, a à peu près classé 1500 couleurs différentes dans le diamant de couleur. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1500 verts, jaunes, etc. C'est des mélanges de couleurs. Des fois, il y a un mélange de jaune et de rose, de jaune et de marron, ou de vert et de gris, etc. Donc, des fois, il y a 3 couleurs mélangées dans une même pierre. On n'utilise pas du tout les couleurs champagne, chocolat, etc., vieux rose. Ou, on dit du yellowish orange, du brownish yellow. C'est la dénomination mondiale pour parler de ces pierres. Des fois, une pierre peut être grayish, greenish, yellow. 3 couleurs mélangées différentes, voire un petit peu plus. Et tout ça, ce sont des pierres qui sont visualisées par le Gemological Institute of America. Et ils ont fixé ces couleurs dans des hues, le mot est anglais hue, dans des différentes teintes de couleurs. Donc en fait, c'est les couleurs Pantone du diamant. Exactement, voilà. Tout à fait, c'est les couleurs Pantone du diamant. Vous m'avez expliqué aussi que dans ces couleurs, inégalement, la valeur est différente et elle dépend de la rareté. Effectivement, il y a des couleurs qui sont plus nobles que d'autres et plus recherchées, donc plus rares.
Et évidemment, aujourd'hui, quand on parle de diamant, tout de suite, on voit une pierre blanche, incolore pour nous, mais le diamant blanc. Et effectivement, cette valeur de diamant blanc n'a rien à voir avec les diamants de couleur. Aujourd'hui, on peut avoir un diamant noir qui n'est pas naturel, qui est chauffé. On obtient beaucoup de diamants noirs. Il y a quelques diamants noirs qui sont naturels, mais la majorité des diamants noirs qu'on voit sur des bijoux, les bijoux de Grisogono par exemple, ce sont que des diamants qui sont chauffés à haute température, haute pression. Et donc ce diamant est pratiquement le moins cher. Dans l'échelle des prix, pourquoi on le chauffe? On le chauffe pour obtenir cette couleur noire. On le carbonise en quelque sorte, hein, parce que cette pierre, avant d'être noire comme ça, elle est un peu grisâtre, incluse, noirâtre, marron, etc. Pas uniforme, pas très jolie. Pour certains, pas très jolie, parce que ça reste du diamant avec toute sa beauté, malgré la pauvreté en quelque sorte, la weakness, la couleur et la pureté qui est faible. Mais on arrive à chauffer et à obtenir cette couleur noire uniforme. Et donc, dans l'échelle de valeur et de rareté, on dit le diamant noir, c'est les premiers prix. Après, il y va le diamant marron-brun, quand il est seul brun. Et après, le diamant blanc. Parce que quand le brun est mélangé avec du diamant avec du rose, parce qu'il y a des pinkish brown, il y a des pierres qui sont brun rosé, un petit peu très jolies. Donc là, on est tout de suite au-dessus du prix du diamant blanc. Donc quand on va dans l'échelle des valeurs et des raretés, on prend le diamant noir, brun, blanc. Après, il peut y avoir ce mélange de couleurs, de brun rosé, etc. Et au-dessus de ces couleurs-là, il vient le diamant jaune, qui est très joli, hein. Un jaune canari magnifique, c'est très beau. Et au-dessus, en valeur du diamant jaune, il y a tout de suite le diamant vert. Je les mettrai à peu près à la même hauteur, vert, orange et rose. Donc effectivement, des fois on a un rose qui est magnifique, qui va être d'une forme spécifique, qui va prendre un peu plus de valeur. On a des verts un peu amandes qui sont juste sublimes et rares, magnifiques. Et le orange, quand il est orange parfait comme une orange, comme une mandarine, c'est juste magnifique. Donc ces trois couleurs-là sont largement au-dessus en valeur par rapport au diamant jaune. Il y a encore des couleurs qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus recherchées. Évidemment, je parlerai tout de suite du diamant bleu. Le bleu, il est beaucoup plus cher, beaucoup plus rare et beaucoup plus cher qu'un diamant rose ou qu'un diamant orange ou qu'un diamant vert. Et évidemment, le roi des rois, au-dessus de toutes ces couleurs, de toutes ces pierres, c'est le plus cher, l'unique, c'est le diamant rouge, et qui est vraiment rouge comme un rubis, unique, magnifique. C'est extrêmement rare. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et c'est pour ça, c'est des pierres qui n'ont pas de prix. C'est vraiment qui valent des millions et des millions. On va quand même essayer de donner un ordre de prix. Alors, prenons notre carat, notre petit pois. Allez, brun, vous me le mettez à combien ? Le brun, je mettrai la pierre à peu près à 5-6 000 euros. On va parler en euros le carat. Le diamant est vendu en dollars mondialement. Mais là, pour garder une valeur fixe, il n'y a pas une grande différence, 5-6 000 euros. Ah, j'ai oublié, il y avait d'abord le noir qui était moins cher. Le noir, 1 millier d'euros à peu près le carat. Le brun, 5-6 000 euros le carat en fonction de la beauté de ce brun, parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans le brun. Et si on dit cognac, c'est plus cher ? Cognac, c'est plus cher déjà. Ouais. Cognac, on s'approcherait d'un diamant qui a de l'orange dedans, parce que c'est un brun, mais qui est enrichi de ce cognac, de cette couleur un peu orangée. Tout de suite, et là, on frôlerait tout de suite la valeur d'un très beau diamant blanc. On serait dans les à peu près 25-30 000 le carat. D'accord, alors là-dessus, on passe au jaune. Vous avez dit le jaune, c'est beaucoup plus cher. Le jaune est beaucoup plus cher. Un très beau jaune, un jaune canari, un vivid yellow, tout simplement. C'est des pierres à valeur égale qui vont valoir 35-40 000 euros le carat. Donc tout de suite, on saute couleur franche. Couleur Voilà. franche, très beau. Tout de suite, c'est joli. Ça parle tout seul, comme un canari. Donc, le canari nous chante 35 000. Et si maintenant on arrive dans les
Jolies couleurs, les jaunes, roses, verts. Alors là, C'est des pierres qui frôlent tout de suite des prix un peu affolants. C'est mythique. On a très peu de pierres comme ça, mais le prix devient tout de suite affolant. C'est de l'ordre de 200 250 000 euros le carat pour un diamant orange, vert, rose. voilà, déjà on monte. On Déjà- a mis un déjà- zéro de plus par rapport au jaune, tout va bien. C'est déjà une autre valeur. Aujourd'hui, il y a des mélanges de couleurs qui sont beaucoup plus chers qu'une couleur toute seule. Ça veut dire le diamant rose seul, il est très cher, mais dès qu'on voit un petit peu d'orange dans le rose, ça double le prix. C'est tout de suite, c'est des valeurs exceptionnelles et excessives. Quand ça valorise mon teint de pêche, je rajoute un zéro. Ouais, presque, on doublerait le prix. On va rester raisonnable. On passe de 250 000 à 500 000. S'il y a du orange qui vient entrer dans le rose, s'il y a un peu de bleu qui vient entrer dans le rose ou du violet qui rentre dans le rose, c'est tout de suite, c'est des couleurs tellement rares et tellement belles que le prix les accompagne aussi. Bon, maintenant on arrive au bleu. Le bleu, c'est tout de suite, c'est des pierres qui frôlent et c'est tellement unique, tellement rare. Ça peut aller en fonction de la forme et de la beauté du bleu entre 500 à 700 000 le carat. On ne peut pas se payer ça comme ça tout de suite. C'est des choses très rarissimes, très chères et très belles. On atteint le rouge. C'est un diamant, il n'y a pas de prix pour le rouge. Aujourd'hui, c'est des pierres qui sont très rares, très uniques, c'est joli. Et donc, le rouge n'a pas de prix. Si je vous donne un prix, si je vous dis un diamant de 1 carat rouge vaut 1,5 million, 2 millions d'euros, ça peut valoir beaucoup plus. Il n'y a pas de cotation. Mais c'est à peu près les prix dans lesquels ça se vend aujourd'hui dans des salles de vente, chez Christie's, chez Sotheby's, un peu partout dans le monde. Donc, Mais ce diamant rouge, il est vraiment rouge? il est vraiment rouge comme un rubis. Ah oui, carrément rouge, rouge, rouge. Comme un rubis. Il y a quelques diamants rouges, un peu un brun rouge. Évidemment, le brun baisserait tout de suite le prix, mais ça reste... dès que le GIA écrit reddish, red, c'est un prix affolant. Parce que on n'en trouve pas, c'est ça? Parce qu'on n'en trouve pas, c'est très rare. C'est exceptionnel, c'est rare, rarissime, mais vraiment, il y a très peu de pierres qui circulent comme ça. Donc c'est des collections privées, c'est très exclusif. À chaque fois qu'il y a ces couleurs, donc j'ai bien compris, quand la couleur est belle, c'est plus cher. Mais c'est surtout parce que le diamant de couleur de 1 carat, c'est plus rare. En règle générale, on les trouve gros comment? Parce que bon, on commence à 1 carat, mais ça peut être encore plus gros quand même. Il y a des pierres qui, aujourd'hui, on peut trouver des brutes exceptionnelles qui pèsent en pierre brute des 20, des 30, des 50 carats. Il y a des grosses pierres qu'on découvre dans le monde. Après, ça fait des pierres taillées qui sont... quand on a un diamant rose de 10-15 carats, c'est exceptionnel, c'est rarissime. Idem pour le bleu. Évidemment, il y a des pierres rarissimes, très rares, donc on peut avoir un diamant bleu de 50 carats. On a déjà vu des diamants jaunes de 200-300 carats, des diamants bruns de 400-500 carats. Quand vous dites on l'a déjà vu, c'est-à-dire une fois dans le monde. Une fois dans le monde. Ça ne court pas les rues, il n'y a pas ça dans les stocks de tous les diamantaires, il n'y a pas ça dans les collections de joaillerie, de haute joaillerie, c'est tellement... c'est unique. Je sais pas, mais le diamant le plus gros et le plus magnifique que vous ayez eu entre les mains, il était comment? J'ai eu des très très belles pierres. J'ai travaillé pour des clients sur du Vivid Pink. J'ai eu un diamant de 5 carats propre, magnifique, Vivid Pink. C'est juste une beauté exceptionnelle. Donc en fait, 5 carats, c'est gros comment? 5 carats, c'est gros comme une mirabelle, si je peux dire. On va rester dans les... On va rester dans la nature. Exactement. Oui, comme ça, on voit très bien. Et rose... Un rose beau, un rose, je ne sais pas comment appeler ça, un rose fuchsia un petit peu... très intense. Exactement, très intense. Vivide, c'est la pierre est vivante. Elle est juste là devant nous, elle crie. Tellement elle est belle, elle parle d'elle-même. Et donc, elle crie je suis rose, je suis belle. Voilà, c'est Rose Barbie un petit peu. Je ne sais pas si c'est parlant, mais c'est magnifique. J'ai eu entre les mains des très très belles pierres jaunes aussi. Dans les pierres jaunes, on a un peu plus de volume dans les jaunes. Donc, j'ai travaillé sur des pierres des 40, 50 carats dans les pierres jaunes. Magnifique. Mais bon, le rose, c'est tellement unique, ça reste plus en mémoire. Si on se place sur des choses plus raisonnables, c'est-à-dire vous recevez les diamants dans des plis que vous triez avec toutes les
couleurs, j'ai bien compris. Mais moi, j'ai vu, notamment chez Patrice Fabre, des diamants bruts très jolis qu'il avait appelés pavés de Paris. Alors, où on les trouve, ceux-là? C'est des pierres qui sortent de la nature, parce que le diamant, il se trouve sous plusieurs formes dans la nature. Et alors, on a évidemment des pierres qui sont roulées comme un petit caillou qui sort d'un volcan. On ne peut pas dire que c'est un diamant, c'est pas un cristal. Et évidemment, il y a la deuxième partie, ce sont des octaèdres parfaits, double octaèdre. Donc là, c'est des cristaux magnifiques. L'octaèdre est tellement magnifique, c'est un cube. Ce sont des cubes parfaits. Et donc qui sont utilisés aussi dans l'état sans être polis ou taillés dans la joaillerie. Donc, comme notre cher ami Patrice Fabre étudie ça, voilà, ce sont des cubes, des vrais dés. Ça veut dire que les side holders, quand le brut est beau, ils le gardent, c'est ça? Disons, il y a certaines qualités de brut qui est opaque, qu'on ne taille pas, qu'on ne taillait pas dans le temps. Aujourd'hui, on les taille pour faire un petit peu de la joaillerie accessible. Parce qu'ils sont beaux, j'avais vu, il y a un joli reflet dessus, c'est satiné, chatoyant. C'est des reflets sur ce diamant noir naturel, donc qui reste l'éclat adamantin est tellement réel dessus. Cette pierre, elle sort de la nature, elle est telle que exactement, et donc elle rend sa brillance naturelle avant d'être facetée. Donc c'est juste magnifique à voir. Donc évidemment, il y a des qualités de diamants qui ne sont pas taillées. Dans le temps, c'était broyé pour être utilisé en poudre pour tailler l'autre diamant. Donc, pour faire, on appelle ça le bort. Le bort. Aujourd'hui, on ne pile plus, on ne réduit pas en poussière ces pierres, on les utilise en joaillerie. C'est utilisé dans des beads, un peu dans des colliers un petit peu naturels. Hein. Donc, on forme des petites perles, des boules facetées en perles de diamant, et donc on fait des colliers avec, on fait des bracelets avec, on fait des choses un peu étonnantes. Évidemment, ce n'est pas une qualité joaillère exceptionnelle, mais ça permet d'avoir des bijoux accessibles. Quand on dit c'est pas une qualité joaillère, ça veut dire il n'est pas parfaitement blanc, parfaitement bleu, mais c'est du diamant. C'est du Il a diamant, toute la c'est du valeur du diamant, diamant. c'est du diamant naturel. Évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, chez Madame Karine Chedid, elle porte un collier avec des diamants beads blancs, transparents, magnifiques. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc il existe aussi, donc dans les beads, des diamants blancs facetés. Évidemment, la valeur n'est pas la même quand c'est du diamant faceté qui est très joli et la valeur du diamant bleu. C'est élevé par rapport au collier des perles de diamants un petit peu opaques. De toute façon, il y a un travail dessus puisqu'on l'a taillé. Aujourd'hui, si ma fille voulait devenir diamantaire, qu'est-ce que vous lui diriez? Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un métier assez hermétique, hein, assez fermé, qui reste transmissible en famille. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à beaucoup de jeunes. Et nous-mêmes, on accompagne beaucoup de jeunes qui viennent en stage chez nous. C'est la nouvelle génération donc, qui arrive, et avec les écoles qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus accessibles aux jeunes, ils peuvent faire des écoles de gémologie, hein, que ce soit à Paris. On a une très belle école rue du Louvre, qui fait partie de l'Union française des bijoutiers, joailliers, horlogers et pierres précieuses et perles, donc l'UFBJOP. On a une école de gémologie qui est supervisée par le laboratoire français de gémologie. Donc aujourd'hui, il y a d'autres écoles mondiales, hein, à Londres, aux États-Unis, etc. Mais c'est accessible aujourd'hui à monsieur tout le monde. Si on aime ce métier, on aime ce qu'on fait, on aime la gemme, on peut aller jusqu'au bout. Évidemment, ça demande beaucoup de moyens. On ne peut pas devenir aujourd'hui diamantaire du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Il y a un apprentissage à faire. Il y a des chemins d'accès pour aller jusqu'aux mines, jusqu'aux gens, jusqu'aux producteurs. Donc c'est un travail colossal. C'est pour ça, c'est beaucoup plus facile à une deuxième génération, troisième génération d'accéder à ce monde, si vous voulez, à cette filière, parce que c'est transmissible. Alors que quelqu'un qui arrive, ça arrive aujourd'hui beaucoup, mais il y a un chemin d'accès qui est long. À côté de ce chemin d'accès, ce sont des choses qui ont beaucoup de valeur. Donc aujourd'hui, ça traverse le monde, ça voyage.
Ce sont des choses vraiment qui... Un lot de diamants de 50 carats, ça vaut très cher. Donc aujourd'hui, il faut l'acheter, il faut le trier, etc. Ça reste un peu inaccessible aussi à cause de la valeur. On peut le devenir à petite échelle et petit à petit grandir. Mais c'est vrai que ça reste un point un petit peu plus dur, plus inaccessible uniquement à cause de la valeur. Bon, parce que si je comprends bien, pour être gémologue, il suffit de l'apprendre, donc là, il n'y a pas de souci. Mais pour être diamantaire, c'est-à-dire revendre du diamant, là, il faut des diamants dans ses coffres. Et donc, non seulement il faut savoir où aller l'acheter, donc il faut déjà avoir fait le tour du monde et le tour des mines, mais en plus, il faut trouver les gens qui veuillent bien vous vendre. On n'ouvre pas la porte, je veux dire, moi je suis grossiste, j'ai pas de clients X, Y ou Z qui débarquent chez moi comme ça, donc on n'ouvre pas les portes facilement aux gens. Il y a des chemins d'accès si vous voulez, et pour la sécurité, et puis pour le travail de nos clients. Donc, notre spécificité va vers on accompagne beaucoup de créateurs, on accompagne beaucoup de petits fabricants, de petits artisans, on s'adresse beaucoup Aux aux professionnels. professionnels. Oui, parce que si j'ai bien compris, un designer arrive avec un super dessin, il a besoin de 200 pièces. Est-ce que vous avez déjà ces 200 pièces là tout de suite dans votre coffre? Et si vous ne les avez pas, vous faites comment? On n'a pas tout le temps les pierres en stock. On a du stock pour répondre aux demandes de nos créateurs. Comme j'adore les choses inhabituelles, etc., je me borde dès que je vois une pierre qui est un peu, pas excentrique, mais un peu unusual, inhabituel, quelque chose de spécifique qui donne sa rareté aussi, pas que la très grande valeur. J'aime beaucoup ça, donc j'ai beaucoup dans mes stocks de choses un peu étonnantes, un peu inhabituelles, qui peuvent plaire beaucoup. Mais pour répondre à votre question sur oui, je peux avoir en fonction des dimensions que cette pièce demande, je peux avoir les pierres en stock. J'ai les pierres en stock, évidemment, heureusement pour moi. Mais il se peut qu'on n'ait pas. Donc là, on fait appel à nos tailleries qui nous vendent ces pierres-là. Donc il faut qu'elle vous connaisse, Sinon, sinon... il faut qu'elles nous connaissent. Il faut qu'elles puissent. Je ne peux pas aller prendre l'avion tous les jours pour aller chercher 200 pierres. Et là, donc, c'est les connaissances, c'est les relations qui facilitent beaucoup les choses. Et c'est ça qui ne s'apprend pas à l'école. Ben non. C'est l'école de la vie, c'est les étapes les unes après les autres. Et c'est les chemins d'accès qui sont aujourd'hui beaucoup plus ouvertes qu'il y a 30 ans ou un peu plus. C'est accessible à beaucoup plus de monde aujourd'hui. Techniquement, je peux l'apprendre, j'ai bien compris. Ensuite, il me faudra du temps pour bâtir mon réseau. Et ensuite, il me faudra un beau bas de laine pour pouvoir constituer mes réserves, mes coffres. C'est ça, j'ai bien compris? Ben oui, évidemment. On ne peut pas s'installer à vendre des diamants sans avoir un petit stock ou sans avoir un petit peu à pouvoir fournir à une dizaine, quinzaine, voire cinquantaine de créateurs et des marques. Donc on ne peut pas s'improviser comme ça. Donc c'est un marché très spécifique et très hiérarchique, disons. Vous dites j'aime bien les pierres inhabituelles. C'est quoi pour vous les pierres inhabituelles? Elles sont comment les vôtres? Allez, faites-nous rêver. J'aime beaucoup des pierres inhabituelles. Des fois, je regarde, je vois une pierre qui est taillée en forme de... C'est des formes spécifiques, une forme de kite, un petit peu un losange un peu allongé, de couleur orange light, un peu orange, un peu brun rosé. J'ai tout de suite un coup de cœur pour cette pierre. Une autre fois, je peux voir un espèce de pyramide, un diamant verdâtre, pyramide. C'est des pierres qui n'ont pas des grandes valeurs, mais qui sont très jolies à monter, qui sont... juste magnifique. C'est le charme du diamant de couleur. Il y a quelques mois, j'ouvre un pli chez une taillerie, un de mes fournisseurs, et je vois des tailles roses, plates, un méli-mélo, tutti frutti de diamants de couleur taillés en forme de rose. Il y avait toutes les tailles dedans, toutes les formes. Un peu des poires, un peu des marquises, un peu des ronds, un peu des ovales. Il y avait des gris bleutés, il y avait des jaunes, des oranges. Vraiment, il y avait un méli-mélo de couleurs, des verdâtres. Je suis tombé sous le charme, j'ai acheté tout de suite le lot. C'est très compliqué à vendre dans les normes d'un joaillier classique, mais pour faire des créations avec, c'est juste magnifique. C'est des pièces uniques, c'est très beau. Donc vous avez un arc-en-ciel dans votre coffre. Un petit peu. Si vous voulez, dans le fait des choses, j'ai créé un panton de couleur dans les pierres de couleur, donc dans les saphirs de couleur et dans les diamants de couleur. Et je peux dire qu'on a simplifié un petit peu parce qu'on ne peut pas faire un panton de 1500 couleurs.
on a créé à peu près une 50 couleurs franches majeures dans le Pantone pour suivre un petit peu la demande et fournir nos créateurs et nos grandes maisons. Donc en fait, vous avez les 50 nuances du diamant, c'est 50 nuances de gris. Je vous vois arriver. On a à peu près 50 nuances de diamant sélectionnées par nous. On essaye dans les petites pierres de pavage de garder que des couleurs franches. Et dans les pierres de centre, on peut accepter qu'il y ait des mélanges de couleurs. Donc ce que vous préférez, c'est quand il y a tous ces mélanges et toutes ces propositions, pas une seule. Exactement. Tout à fait. J'adore, j'ai quelques mémoires de pierres octogonales qui n'ont pas de grande valeur, mais c'est des pierres que le GIA a fait certifier, fancy, grayish, greenish, brownish, yellow. Donc il y a 4 couleurs juste réunies dans un seul diamant. C'est une couleur un peu étrange, mais c'est joli, c'est différent. Ça n'est pas des prix monstrueux, mais c'est très beau. Donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Tony. Voilà, j'en prie, merci à vous, Anne. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Lors du prochain épisode sur cette thématique Diamant Forever, c'est le street artiste qui se nomme le Diamantaire qui nous expliquera pourquoi il recrée le symbole du diamant pour l'accrocher sur les murs du monde entier. À la suite, dans le podcast Brillante, je recevrai Flavie Paris, la joaillère qui a créé avec ce street artiste une ligne de bijoux vraiment symbolique. Mais avant ce rendez-vous, ce sera un épisode du podcast Le bijou comme un bisou, où je vous raconterai une histoire de bijoux du dimanche soir. Car comme vous le savez, je donne une voix aux bijoux chaque dimanche en alternance sur un de mes 3 podcasts. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts. Il était une fois le bijou comme un bisou et Brillante sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.